Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au programme cette semaine, Jair Bolsonaro était l'invité d'honneur du 49e Forum de Davos. L'occasion pour le président brésilien de présenter son Brésil nouvelle version. Le pays a déjà subi quelques transformations, parfois inquiétantes, vous verrez. Un face-à-face qui déchaîne les passions outre-Atlantique, celui d'un lycéen pro-Trump et d'un Amérindien défendant au cours d'une manifestation les droits des autochtones. Anthony Saint-Léger nous expliquera les raisons de la polémique déclenchée par ces images. Et puis, résultat inespéré pour The Upside dans les salles américaines. L'adaptation du film culte Intouchable s'est placée en tête du box-office avec ses 19 millions d'entrées. Succès inespéré après une série d'embûches, vous verrez. Il est cette semaine l'invité d'honneur du Forum de Davos. Jair Bolsonaro, fraîchement installé à la tête du Brésil, en a profité pour présenter son pays nouvelle version. Un partenaire commercial de premier choix, à en croire le nouveau président. Un pays où le changement est déjà amorcé. Dans les 10 jours qui ont suivi sa prestation de serment, l'ex-capitaine de l'armée a fait acter différentes mesures, parmi lesquelles la dissolution des ministères de la Culture, du Développement social et des Sports. Retour sur ces premiers changements avec nos confrères de France 2. Au palais présidentiel à Brasilia, c'est l'effervescence des jours décisifs. Jair Bolsonaro signe un décret emblématique de sa politique populiste. Il permet aux Brésiliens d'avoir chez eux plusieurs armes à feu. C'est l'acte fondateur de son mandat. Pour assurer le droit à la légitime défense, moi, en tant que président, je vais utiliser cette arme. Première mesure d'épuration idéologique, le licenciement de 300 fonctionnaires. Certains occupaient des postes politiques, d'autres étaient de simples employés de l'administration. Tous sont accusés d'avoir affiché avant l'élection leur opposition au président. Il y a dans les ministères un climat de chasse aux sorcières. Nous allons avoir 4 ans avec un gouvernement qui aura beaucoup de mal à accepter toute critique. Autre dossier très sensible, celui des réserves indigènes. Aux yeux de Jair Bolsonaro, ces Indiens, comme toutes les autres tribus au Brésil, ont trop de terre. Il va donc tout faire pour les empêcher d'en avoir plus. Moi, j'ai très peur pour nous. Ici, nous sommes forts parce que nous avons gardé nos terres. Mais là, nous courons le risque de tout perdre. Les propriétaires terriens sont, eux, en revanche, très satisfaits. Ils espèrent bien récupérer des territoires protégés pour les cultiver. Entre les Indiens et les cow-boys, Jair Bolsonaro a clairement choisi son camp. Cette journée d'action nationale à présent au Venezuela, rassemblement de l'opposition aux 4 coins du pays contre le pouvoir de Nicolás Maduro. L'idée toujours, l'instauration d'un gouvernement de transition et la convocation d'élections anticipées. Ce retour à la rue est le premier du genre depuis les violentes manifestations de 2017. Elles avaient fait, souvenez-vous, 125 morts. Un rendez-vous test en somme pour l'opposition qui entend mobiliser massivement pendant cette journée. Donald Trump, lui, n'est qu'à mi-mandat, mais déjà, bon nombre de démocrates se prennent à rêver de le déloger de la Maison-Blanche en 2020. Le parti commence à préparer sa primaire. La course à l'investiture qui promet d'être l'une des plus ouvertes depuis 25 ans, des plus compétitives aussi. Déjà 8 candidats se sont inscrits sur les listes. La dernière à être sortie du bois est avocate des droits civiques, sénatrice de Californie. Son portrait tout de suite avec James Messina et Nina Masson. C'est l'une des étoiles montantes du Parti démocrate aux États-Unis. Kamala Harris, 54 ans, née d'un père afro-américain et d'une mère indienne, ne se prédestinait pas à une carrière politique. Pourtant lundi, elle est devenue la 4e femme à se lancer dans une course à l'investiture démocrate, bien décidée à déloger Donald Trump de la Maison-Blanche en 2020. Une annonce qui coïncide avec l'anniversaire de la naissance de Martin Luther King, jour férié hautement symbolique aux États-Unis. J'éprouve un sentiment de responsabilité qui me pousse à me lever et à lutter pour ce qu'il y a de mieux en nous. Donald Trump retient maintenant le peuple américain en otage pour un projet vain de mur alors que 800 000 personnes se demandent comment elles vont payer leur loyer. Visage de la résistance à Donald Trump, Kamala Harris est devenue en 2016 la première femme noire à remporter un siège de sénatrice en Californie.
2 ans plus tard, elle brille à la Chambre haute grâce à ses interrogatoires musclés du juge Brett Kavanaugh accusé d'abus sexuels. Mais la route est encore longue avant la primaire. À ses côtés, une demi-douzaine de candidats sont déjà sur les rangs. La sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, ou encore le Texan Juan Castro, ancien secrétaire au logement de Barack Obama. 2 ans avant la présidentielle, la course à la Maison-Blanche se prépare et promet déjà une bataille acharnée. Notre image de la semaine à présent, c'est cette scène, celle de la confrontation filmée entre un vétéran amérindien et 2 jeunes militants pro-Trump. Un document tourné le 18 janvier dernier devant le Lincoln Memorial à Washington. Et la vidéo déchaîne depuis les passions outre-Atlantique. Les uns accusent les adolescents de racisme alors que les autres, dont le président américain, dénoncent une manipulation. Ce qui pose problème, c'est ce petit sourire en coin narquois, diront certains, affiché par le jeune homme qu'on aperçoit en premier plan. Anthony Salinger, bonjour. Vous venez décrypter pour nous ces images et puis les réactions qu'elles ont suscitées depuis. Expliquez-nous d'abord peut-être le contexte de la scène. Alors, il faut comprendre que Nathan Phillips, par exemple, le vétéran qui est là, a réagi à cette scène un peu dans la foulée de cette polémique sur des vidéos qui ont été elles-mêmes relayées par Instagram, par exemple. Et il s'expliquait, il disait assez ému, il racontait avoir entendu les jeunes crier « construisez le mur », évidemment en allusion à celui souhaité à la frontière avec le Mexique par Donald Trump. Mais c'est vrai que plusieurs versions se sont affrontées avec des vidéos plus longues, des angles aussi différents repris par les milieux conservateurs. Et comme le rappelait la presse américaine à ce moment-là, plusieurs titres se faisaient l'écho de cette confusion et que le fait que plusieurs ingrédients à ce moment étaient réunis. La présence en fait de 3 groupes, les lycéens pro-Trump, les défenseurs de la cause amérindienne et puis ce qu'on ne voit pas forcément aussi, c'est un groupe d'Afro-Américains qui se revendiquent israélites et qui citaient à ce moment aussi des passages de la Bible et qui auraient proféré des insultes aux lycéens et aux Amérindiens. Mais le leader de ce groupe nie être à l'origine de l'incident. Alors certains dans la presse américaine, encore une fois, ont rappelé aussi le contexte politique, y voyant l'influence de Donald Trump, qui a à plusieurs reprises surnommé Pocahontas Elizabeth Warren, une opposante. D'ailleurs, cette députée démocrate elle-même amérindienne, la démocrate Haaland, qui, elle, dans une interview à The Hill, par exemple, estimait que cette scène illustrait justement la montée de l'intolérance raciale. Et plus tard, dans un tweet aussi, elle voyait cette scène comme une démonstration de haine, d'irrespect et d'intolérance. On rappelle que cette démocrate est elle-même amérindienne. Alors Donald Trump, lui, a réagi plus récemment, prenant fait et cause pour les lycéens. Ils ont été traités de manière injuste, selon lui, des jugements hâtifs qui se sont révélés faux, diffamés par les fameux médias, les fake news. Alors, le lycéen en question, celui dont je citais le sourire en coin, celui en premier plan, il semblerait qu'il ait lui aussi réagi dans la presse. Oui, Nick Sandmann, qui avait dans un premier temps publié un communiqué relayé par la presse américaine, affirmait n'avoir aucune haine envers une quelconque communauté. Il expliquait ce sourire narquois, cet air suffisant, va-t-on dire, par sa volonté de montrer qu'il ne se serait pas mis en colère. Et il mettait aussi en avant son côté chrétien, fidèle et catholique pratiquant. Il fait toutefois l'objet d'une enquête au sein même de son établissement, un lycée du Kentucky, qui a présenté ses excuses et qui étudie aussi l'éventualité d'une exclusion. Alors c'est vrai aussi que beaucoup d'internautes avaient réagi, célébrités anonymes et politiques, je le disais, et beaucoup ont retiré leur tweet dans la foulée de la polémique. Peut-être s'était-il livré à des jugements trop hâtifs. Voilà, toujours attendre de bien connaître un contexte avant de s'exciter. Merci Exactement. Beaucoup Anthony Salinger pour l'éclairage. On poursuit tout de suite avec cette liste. On connaît désormais la liste des retenus pour concourir pour les prochains Oscars. La 91e cérémonie a été fixée au 24 février à Hollywood. Roma, la favorite, part en tête de la course avec 10 nominations chacun. Star is Born est plutôt bien parti également avec 8 nominations pour sa part. Le monde du 7e art qui a enfin pu découvrir l'adaptation américaine de l'immense succès français intouchable. The Upside, c'est son nom. Avec 19 millions d'entrées, le film s'est placé en tête du box-office. Un succès presque surprise tant la route du long-métrage vers les salles a été semée d'embûches. Inès Olagaray. Comment vous vivez l'idée d'être un assisté? Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres? Ça va, merci, et vous? Vous vous souvenez du duo de Driss et de Philippe dans Intouchable, l'amitié inattendue entre un riche tétraplégique et son auxiliaire de vie.
Leur histoire a traversé l'Atlantique. Et voici The Upside, l'adaptation américaine du film d'Olivier Nakache et Eric Toledano. Driss devient Del et Philippe reste Philippe. Après l'immense succès d'Intouchable en 2011, les réalisateurs américains de The Upside étaient attendus au tournant. Le film a d'abord pris un faux départ. Sa sortie a été retardée d'1 an en raison des accusations d'agression sexuelle contre son producteur initial, Harvey Weinstein. Avant même la sortie du film, le casting fait polémique. Les défenseurs des personnes handicapées déplorent que le rôle de Philippe soit attribué à Bryan Cranston plutôt qu'à un acteur paralysé. Et Kevin Hart est rattrapé par des tweets homophobes publiés il y a 10 ans et pour lesquels il a tardé à s'excuser. Les critiques de cinéma, quant à elles, parlent d'une pâle copie de la version française, d'une succession de clichés et d'un scénario trop prévisible. Mais le public a changé la donne. Le film maudit séduit les spectateurs et à l'issue de sa première semaine dans les salles, The Upside a fait plus de 19 millions d'entrées aux États-Unis. Et c'est la fin de ce numéro de Cap Amérique. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même continent. À très vite.